Si vous bougez pas, c'est parfait. Régulièrement de la retransmission internet. Bonsoir à tous. Bonsoir. On va démarrer. Bienvenue à cette nouvelle édition des Alters Mardi Parlons Solutions. Bienvenue à vous qui êtes ici au comptoir général aujourd'hui. Un petit salut également aux internautes, puisque les internautes peuvent suivre les Alters Mardi en direct sur Internet. Avant de passer la parole à notre invité, que je commence dès maintenant à remercier pour être venu ce soir, Hervé Kempf, je vais vous dire quelques petits mots habituels de présentation de ces événements et de remerciements. Vous dire, je m'appelle Nicolas Froissart, je suis vice-président du groupe SOS. Le groupe SOS est l'organisateur de ces événements. Un remerciement pour nos partenaires, le Crédit Coopératif, le Centre de ressources régionales de l'économie sociale et solidaire en Ile-de-France, l'Atelier, la Ville de Paris, les journaux Interdépendance et Macadam et la Radio Éthique, qui est d'ailleurs représentée. J'ai vu quelqu'un de Radio Éthique tout à l'heure, merci d'être là. Un petit mot sur le groupe SOS. Que j'ai le plaisir de représenter ici. Très rapidement, juste vous dire que le groupe SOS aujourd'hui c'est près de 300 établissements avec chaque année 250 000 personnes accompagnées, soignées ou hébergées, avec un impact sur 1 million de personnes, un impact auprès d'1 million de personnes au total par an, 10 000 collaborateurs, avec un credo qui est assez simple et qui est aussi le credo quelque part des Alters Mardi. C'est l'efficacité économique au service de l'intérêt général et c'est développer des dispositifs d'excellence pour tous. Dans l'emploi, ça va être créer des entreprises qui embauchent, qui font travailler des personnes qui étaient en rupture avec le monde professionnel, les entreprises d'insertion par exemple. Dans l'éducation, ça va être on a des centaines de salariés qui vont accompagner, prendre en charge des mineurs, des jeunes, des adolescents en souffrance et également accompagner la famille quand c'est possible. Évidemment, problématique ô combien importante aujourd'hui pour notre société qui est celle des seniors, des personnes âgées et celle de la santé. Faire des maisons de retraite tout simplement humaines où chacun peut trouver sa place et se sentir utile pour la société, prendre du plaisir également. Voilà, c'est pas forcément des notions qui sont très attachées à la vieillesse aujourd'hui et pourtant ce serait bien que ce soit le cas. La santé, des soins d'excellence pour tous, c'est un projet éminemment important, et puis les solidarités, une prise en charge individualisée pour les problématiques diverses que connaissent les exclus dans nos sociétés aujourd'hui. Des thèmes qui sont chers aussi à nos événements, c'est celui de l'entreprise sociale, puisque les Alters Mardi aujourd'hui ont vocation à être un carrefour entre les entreprises classiques, les entreprises sociales, les pouvoirs publics, le monde académique également, puisqu'on considère que la solution aujourd'hui, que les solutions ne viennent pas particulièrement en temps de crise d'un seul secteur, mais bien d'un dialogue et d'une construction entre tous les acteurs de la société civile et du monde public notamment. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une entreprise sociale, en tout cas pour nous, le groupe SOS et plus largement aussi pour l'entrepreneuriat social? C'est une échelle des salaires encadrés. Vous avez souvent parlé des rémunérations astronomiques qu'on peut retrouver dans certaines entreprises. Eh bien, l'entreprise sociale prend le contre-pied en disant que l'échelle des salaires doit être limitée. Dans une entreprise sociale, au sein du groupe SOS, elle est prévue statutairement de 1 à 10. L'absence d'actionnaires, ou un actionnariat limité en tout cas, pour l'économie sociale et solidaire en général, et des bénéfices alloués au développement, autant d'avantages finalement qui devraient être concurrentiels et permettre à ce secteur de concilier innovation sociale et efficacité économique. Construisons ensemble aussi, c'est le credo du groupe SOS. Vous pourrez retrouver l'ensemble des coordonnées des cadres du groupe pour construire ensemble le monde de demain sur le site internet www.groupe-sos.org. Et puis, je remercie également Romain Dichand qui va lever la main et William et Nando Smith qui travaillent, qui font vivre au quotidien ces événements, ces Alters Mardi Parlons Solutions et qui sont là aussi
pour recueillir vos idées d'intervenants, de sujets, si vous le souhaitez, à la fin de cet événement. Voilà pour la présentation des Altermardi, Parlons Solutions. Je vais vous dire un petit mot maintenant sur Hervé Kempf. Merci d'être là. Je vais vous présenter, alors les présentations c'est toujours un peu casse-gueule, c'est jamais exhaustif, mais vous aurez, si vous voulez, évidemment l'occasion de rétablir la vérité ou de compléter ce que je vais dire. Vous êtes notamment fondateur du site reporter.net qui est dédié à la préhension des enjeux écologiques contemporains. Vous êtes journaliste et essayiste. Vous êtes journaliste notamment, un journaliste évidemment reconnu, notamment sur le sujet, sur le thème de l'environnement. J'ai vu d'ailleurs, parce que c'est un sujet à la mode, on ne peut pas faire un événement sans en parler en ce moment, vous aviez fait une tribune récemment sur le mariage. Vous êtes à peu près le seul à l'avoir traité comme ça, le mariage et l'écologie. Vous ne prenez pas vraiment parti dans cette tribune, mais en tout cas, vous faites appel à des principes chers aux écologistes, qui sont notamment la maîtrise du progrès technique, et vous posez une question qui est assez intéressante, je trouve, sur la PMA, qui est forcément liée un peu à ce sujet du mariage. Et en tout cas, vous posez la question, est-ce que les écologistes ne doivent pas aussi s'interroger sur le progrès, et notamment faire que le progrès soit conforme aux droits des individus, et que l'individu ne soit pas esclave du progrès. Voilà, donc c'était aussi une façon de traiter le mariage un peu différemment. Je vous invite, c'est consultable sur lemonde.fr, donc un journal pour lequel vous écrivez beaucoup. Voilà, c'est une petite parenthèse. Vous êtes défini en 2009 comme objecteur de croissance. C'est à ce titre que vous avez écrit plusieurs essais visant à apporter un éclairage sur la crise environnementale que nous traversons depuis un petit moment maintenant, évidemment. Et vous essayez d'apporter des réponses à cette crise. Outre Fin de l'Occident, naissance du monde, qui est donc l'ouvrage dont vous allez parler ce soir, vous avez notamment publié en 2011 « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie ». L'oligarchie, les riches, auxquels vous vous en prenez depuis quelques années maintenant, on en parle beaucoup aussi depuis quelques semaines, depuis quelques temps. Vous avez aussi écrit en 2009 « Pour sauver la planète, sortez du capitalisme » aux éditions du Seuil. Et un petit peu avant, un livre qui m'avait pas mal marqué, qui était « Comment les riches détruisent la planète ». Un titre assez clair et un contenu également assez non équivoque. J'ai l'impression, vous nous direz peut-être pendant votre intervention tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a une évolution dans votre écriture et que d'une critique très acerbe, vous en arrivez aussi aujourd'hui à être évidemment sur des constats, sur des critiques, mais aussi à formuler des propositions qui sont intéressantes. C'est notamment le cas dans l'ouvrage dont vous allez nous parler ce soir, Fin de l'Occident, naissance du monde. En gros, ben voilà, l'Occident, il faut qu'on s'y fasse, on n'a plus les moyens qu'on avait avant. Donc comment les pays riches devront-ils s'organiser pour réduire leur consommation matérielle et énergétique? C'est inévitable. Et du coup, vers quel modèle de développement devront-ils s'orienter face à l'épuisement des ressources bioécologiques? Quelle place l'Europe peut-elle prendre dans l'émergence de ce nouveau modèle plus sobre, plus juste et moins agressif? Voilà, c'est des questions auxquelles vous répondez dans cet ouvrage et dont vous allez nous parler dans quelques instants. Juste pour vous dire, donc, on va assister à une espèce de one-man show pendant un petit moment, jusqu'à 20h15. Et à 20h15, puisque l'idée, c'est de laisser la parole à Hervé Kempf de façon assez conséquente, mais aussi de laisser pas mal de temps à l'échange. On en a tous un peu marre des conférences où on écoute les intervenants, même s'ils sont passionnants. Justement, s'ils sont passionnants, on a envie de les interpeller et de leur poser des questions. Donc on va essayer de consacrer un temps important à l'échange avec vous. Donc vous pourrez préparer vos petites questions pendant que Hervé Kempf va intervenir pour lui poser dès qu'il aura fini sa première intervention. J'ajoute que notre libraire, éditeur préféré est derrière moi et que donc vous pouvez évidemment vous procurer le livre dont on va parler ce soir. Je crois que j'étais assez long, je me tourne vers mes organisateurs préférés, j'oublie rien. C'est bon? Parfait. Et ben, je vous laisse en compagnie d'Hervé Kempf et je vous souhaite une très bonne soirée.
Alors, un one man show, je sais pas trop, mais bon, on va voir. Déjà, cette chaise est très confortable, donc j'ai tendance à se... En fait, envie de rester assis dans la chaise tranquillement, mais peut-être qu'il vaudrait mieux debout. En fait, je vais peut-être m'asseoir, j'ai un texte là, parce que je ne connais pas le truc par cœur. Le truc, l'intervention. Oui, non, je m'en prends pas aux riches, hein. C'est quand même les riches qui s'en prennent à nous. Faut pas confondre quand même. Écoutez, merci beaucoup d'être là. Alors je suis un petit peu ému parce que vous êtes assez nombreux. Il m'est arrivé à Paris, habituellement, c'est très bizarre, parce que voilà, c'est la première fois qu'à Paris, il y a une assistance d'une telle qualité et d'une aussi grande quantité pour venir discuter avec moi. Alors cette chaise, elle est bizarre. Vraiment, c'est très confortable et en fait, je crois que c'est un bar ici normalement ou un restaurant, enfin, c'est plutôt festif. Alors que là, bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah écoutez, merci. Ah oui, j'ai pas de PowerPoint. Désolé. Bon. Alors, je suis un petit peu ému parce que le livre vient de sortir, il est sorti la semaine dernière. Donc c'est un peu un livre, ça paraît bizarre, mais c'est un peu comme un bébé. Donc il faut l'accompagner dans ses premiers pas. Alors ça va plus vite qu'un bébé généralement, mais enfin il faut lui apprendre à marcher, ou voir d'abord s'il marche, ce qui est le cas de presque tous les bébés, mais pas toujours de tous les livres. Il faut l'accompagner, le faire grandir. Donc au début c'est toujours très émouvant. Et ce qu'il y a de bien avec les bébés, c'est que c'est émouvant pour le premier, puis en général c'est émouvant pour tous ceux qui suivent après, parce que les livres, c'est comme les enfants, on les aime tous, il n'y a pas de différence entre les enfants. Et donc j'aime beaucoup celui-là, parce que c'est tout nouveau, et effectivement merci d'avoir dit, c'est une partie, c'est ça que je dis subtil, il y a effectivement une évolution d'écriture, où j'ai cherché à dire des choses d'une autre manière que dans des ouvrages précédents. Alors bon, c'est pas forcément le propos de parler ici d'écriture, vous avez peut-être envie que je vous parle de la fin de l'Occident et de la naissance du monde. C'est donc ce vers quoi nous allons nous diriger. En fait, c'est la chaise, non? On va être debout, mais alors j'ai un papier, alors on va voir. Bon. J'avais dit one man show, hein, donc on s'est pas prévu, on n'a pas répété comme on dit. Alors je vais peut-être prendre des papiers, ça vous paraîtra bizarre. Alors souvent il y a des tribunes, en fait, c'est très bien les tribunes. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on parle, il faut que le ventre respire, en fait, donc la circulation. Donc cette chaise est très confortable pour discuter avec des copains autour d'une bière, mais du coup ça assied complètement le... Alors que là, la poitrine, le ventre, tout ça, ça respire. Du coup, la tribune, c'est pour ça qu'ils partent toujours pour poser les papiers. Parce qu'ils ne connaissent pas tout par cœur. Sauf Obama, il regarde là, il y a l'écran, là, il y a l'écran, on a l'impression que... Au début, ça marchait, mais... Bon, voilà. Je vais poser ces papiers-là. Excusez-moi, c'est l'émotion, en fait. Donc, c'est très gentil, vous n'êtes pas encore parti. Ah oui, alors pour l'heure, vous me direz, parce qu'en fait, j'ai prêté ma montre à ma fille, et elle a oublié de me le rendre ce matin, et j'ai éteint le téléphone pour ne pas déranger. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, comme on dit, de rallumer votre portable à la fin. Bon. Bah oui, tu croyais que c'est facile. Alors, bon, là, on va devenir sérieux. Vous m'accompagnez. Donc, j'essaie pas de me prendre les pieds dans le fil. Non, l'introduction, ça dure qu'une demi-heure, je vous rassure. Voilà. Alors, le propos du livre, en fait, part d'il y a très longtemps. En fait, il part même de la création de la vie, mais je passerai rapidement sur la création des étoiles, de la vie. Et on se projette, il y a à peu près 70 000 ans, c'est-à-dire
nous disent les paléontologues, le moment où les premiers humains ont quitté l'Afrique. Il y avait d'autres hominidés dans d'autres endroits de la Terre, mais ceux qui allaient nourrir, enfin, comment dit-on, former l'espèce humaine Homo sapiens sapiens, dont nous sommes tous partis, même les riches d'aujourd'hui, sont partis de ce groupe d'Afrique, et puis qui est passé par ce qu'on appelle maintenant la Palestine, et puis qui a, sur plusieurs milliers et dizaines de milliers d'années, s'est répandu, a essaimé sur l'ensemble de la planète, vers l'Australie, l'Asie, l'Europe, vers l'Amérique par le détroit de Bering. Et puis, alors, quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils étaient très peu nombreux. On a tendance à oublier parce qu'on est 7 milliards d'humains. Aujourd'hui, à l'époque, ils étaient, on estime, quelques milliers. C'est-à-dire infiniment moins que nous sommes aujourd'hui. Et puis, l'espèce humaine s'est répandue sur la planète. Ce qu'on appelle le néolithique est intervenu à peu près il y a 10-12 000 ans, dans différents endroits du monde. C'est, vous le savez, le passage de la chasse et de la cueillette à l'agriculture. Bon, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de l'humanité, mais un caractère essentiel à toute cette époque, et on va voir qu'il a continué encore après, c'est que pour tous les indices que l'on a, d'un bout à l'autre de la planète, malgré des différences très importantes, évidemment, de culture, où à l'époque c'était surtout d'adaptation à l'écosystème, et qui s'est transformé ensuite en culture, que ce soit ce qu'on appelle maintenant les Inuits du Groenland ou les aborigènes d'Australie ou du sud de l'Afrique, tous les indices montrent que, en gros, les humains avaient un niveau de consommation matérielle très comparable, avec très peu de variations. Et c'était essentiellement lié aux ressources de l'environnement et aux ressources énergétiques. Et ces ressources énergétiques ont été pendant toute l'histoire de l'humanité, ou la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, extrêmement limitées. Elles étaient limitées essentiellement au vent et au bois, et à l'eau un petit peu. Et cette situation a continué pendant des milliers d'années, jusqu'à l'époque moderne, on va y venir. Et de ce point de vue-là, quand je parle du néolithique, c'est pas seulement la rupture néolithique d'il y a 10 à 12 000 ans, c'est que les 10 à 12 000 ans qui ont suivi après peuvent être qualifiés d'ère néolithique, ou de moment néolithique. Et encore dans cette période où on a commencé à se faire une diversification très grande des cultures, où s'est aussi développé très largement des inégalités très grandes au sein des différentes sociétés, eh bien, là encore, tous les indices historiques qui s'accumulent, qu'on se rapproche de l'époque présente, montrent que, grosso modo, en moyenne, malgré des différences très grandes au sein des sociétés, entre les seigneurs de la cour et le paysan d'en bas, entre les mandarins de l'Empire chinois et les paysans du Yunnan, il y a de très grandes inégalités, mais si on fait la moyenne et qu'on observe le niveau de consommation moyenne, d'un bout à l'autre de la planète, c'était en gros, à peu de choses près, la même chose. C'est très bien documenté, ce caractère, notamment par un autre historien, qui s'appelle Kenneth Pomeranz, qui est un historien des États-Unis, et qui a notamment étudié très précisément sur la période du XVIIIe siècle, la façon dont vivaient les paysans et la société dans une région du Yunnan, en Chine, du côté de Shanghai, car il y avait 3 des perles, et puis le bassin londonien. Et je simplifie beaucoup, ce que dit Pomeranz, c'est que si on compare les sociétés, elles étaient très comparables dans leur niveau de consommation matérielle et dans leur niveau de consommation énergétique. Et en fait, et c'est pour ça que Pomeranz s'est intéressé à cette époque et a comparé ces deux régions, c'est qu'il a analysé après ce qu'il a appelé la grande divergence, c'est-à-dire le fait qu'à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, ce que l'on appelle maintenant la révolution industrielle, il y a une petite partie des sociétés humaines, en l'occurrence les Occidentaux, les Européens, et d'abord les Anglais, l'Angleterre, qui a commencé à diverger très fortement des autres sociétés, et dans un développement qui a conduit à un enrichissement moyen beaucoup plus grand, à une divergence entre le niveau de consommation matérielle et énergétique de cette partie
petite partie de la société et le reste des sociétés humaines. Alors, voilà, là je change de feuille. Alors, deux aspects importants dans cette divergence qui s'est produite, c'est d'une part, et ça c'est la grande thèse de Pomerance, mais qui me paraît très convaincante et que je reprends, enfin, la vulgarisant à mon compte, si j'ose dire, c'est que les raisons qui ont permis à l'Angleterre, ensuite aux pays européens, de se séparer du lot commun des autres pays, c'était pas tant des qualités particulières, culturelles, ou de talent, ou de compétences, même si évidemment il y a eu des facteurs de cette nature qui ont joué, mais globalement on ne peut pas dire que, en tout cas c'est la thèse de Pomerance, et les Occidentaux étaient plus intelligents ou plus avec des qualités humaines particulières, mais ils disposaient d'un espace écologique nouveau. D'une part, à une période où, quand même, et comme dans la Chine et dans d'autres endroits du monde, la population augmentait lentement mais sûrement, de plus en plus, les sociétés se trouvaient confrontées à un verrou agricole et alimentaire. C'est-à-dire que comme l'énergie était très limitée, et elle était très largement liée au bois, le bois entrait en concurrence, et donc l'augmentation de la production d'énergie entrait en concurrence avec la production agricole. Et donc il y avait cette contrainte énergétique qui pesait beaucoup sur les possibilités d'augmentation de la production agricole. Et puis aussi un autre facteur, alors ça, ce verrou, il a commencé à être desserré en Angleterre par l'exploitation des mines de charbon, qu'on retrouvait aussi en Chine, parce que la Chine, depuis très longtemps, avait des mines de charbon. Il y avait une différence essentielle, explique Pomerance, entre l'Angleterre et la Chine. C'est que dans le cas de l'Angleterre, les mines de charbon étaient très proches des lieux de consommation, éventuels dans les industries, etc. À une époque où le coût du transport était très important. Alors qu'en Chine, les mines de charbon étaient au nord du pays et les centres de consommation étaient plutôt vers le sud, donc à des distances situées à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Donc, premier facteur, la possibilité d'utiliser une source d'énergie. Je rappelle que le charbon, comme toutes les énergies fossiles, ont cette caractéristique essentielle d'être extrêmement concentré, d'avoir un pouvoir calorifique par unité de volume extrêmement important, de pouvoir disposer d'une réserve importante d'énergie proche des lieux de consommation. Et donc de desserrer déjà cette première contrainte écologique qui était la concurrence entre le bois et la production alimentaire, la production agricole. Et puis, deuxième facteur, explique Pomerance, il y avait l'Amérique. Il y avait ces espaces immenses qui allaient fournir aux Anglais, et ensuite à d'autres pays européens, eh bien, des textiles, des matières textiles, et notamment le coton. Et alors qu'avant, la matière textile de base, c'était le lin, donc une culture où l'élevage et la laine qui entraient en concurrence avec la production agricole, là, soudain, il y a eu la possibilité d'avoir ces quantités très importantes de coton qui ne rentraient plus en concurrence avec la production agricole de l'Angleterre. Et puis aussi le sucre, qui est un autre produit alimentaire extrêmement important. Donc voilà, Pomerance explique la divergence, qu'on a appelé le décollage, que lui il appelle la divergence, c'est-à-dire la séparation dans les modes de vie, dans les niveaux de consommation matérielle et énergétique, par les circonstances écologiques, la disponibilité, la disposition d'un espace écologique extrêmement important, et dont après, effectivement, les sociétés occidentales ont très bien su profiter. Alors, après, on peut voir aussi rétrospectivement qu'il y a eu cette utilisation des ressources terrestres par la colonisation, et qu'après, c'est une sorte de phénomène cumulatif, c'est-à-dire la capacité à disposer de beaucoup plus d'énergie que les autres sociétés permettait de développer plus de mécanique, plus de machines, de nouveaux armements, une capacité donc de s'approprier ou de dominer, d'assujettir les autres sociétés. Et puis aussi, et ça on peut le voir rétrospectivement avec le regard de notre époque, eh ben, l'utilisation d'un autre aspect de l'espace écologique, qui est la capacité de la biosphère à recycler, en quelque sorte, à absorber les rejets de l'activité humaine. Et notamment, on
peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, la capacité de l'atmosphère à absorber les émissions de gaz à effet de serre. Mais maintenant, ce qui se produit depuis quelques décennies et assez peu de temps, on pourrait presque dire 3 décennies, en datant le moment de retournement de 1978, par exemple, le moment des réformes de Deng Xiaoping en Chine, on se retrouve dans une situation où, après la grande divergence, on s'achemine vers une grande convergence. C'est-à-dire que, qu'on appelle les pays du Sud, les sociétés autrefois assujetties, ou en tout cas subissant la suprématie des pays occidentaux, commencent à la fois à vouloir rejoindre la situation normale des sociétés humaines depuis tout le temps, c'est-à-dire une situation où tout le monde, grosso modo, vit, non pas de la même manière, mais avec un niveau de consommation matérielle et de consommation énergétique très comparable. Alors ça se voit au niveau macroéconomique, c'est ce dont parlent plus généralement, et avec juste raison, au demeurant les médias et les économies, c'est-à-dire que la Chine, par exemple, l'Inde, le Brésil, rejoignent progressivement en termes de PIB, de produit intérieur brut, la situation des grands pays. Ils sont en voie de le faire, on le voit très nettement dans l'évolution, en extrapolant les courbes à l'heure, mais aussi, et à mon sens c'est largement aussi important, dans la façon de vivre des personnes, des membres de ces différentes sociétés. Et finalement, on va rejoindre une situation normale. Si on faisait un schéma, si j'avais un PowerPoint, on aurait une situation moyenne assez proche, les pays occidentaux se seraient élargis, et puis maintenant, on est dans la voie de la convergence. Mais il y a une chose très importante qui est en train de se jouer et qui, lui, elle, exactement un caractère tout à fait nouveau dans toute cette histoire de l'humanité, c'est qu'il y a une sorte de mur écologique, c'est-à-dire une limite écologique à la possibilité pour une humanité de 7 et bientôt 9 milliards d'habitants de vivre au même niveau que celui des habitants des pays du Nord, des habitants d'Amérique du Nord, des habitants d'Europe, des habitants du Japon. Donc la convergence va se faire, et la grande convergence, dans le terme où j'emploie, c'est bien la convergence des niveaux de vie. Je ne sais pas si ce terme est approprié, mais c'est celui qu'on va employer, la convergence des niveaux de vie. Et on rejoint, je le répète, une situation tout à fait normale dans l'histoire de l'humanité. En fait, la grande divergence n'était qu'une exception extrêmement courte au regard de cette histoire de l'humanité, parce que si vous rapportez les 300 ans entre 1700 et 2000 à peu près, ou 70 000 ans de l'histoire des sociétés humaines, c'est 300 sur 70 000, moins de quelques pourcents. Mais cette grande convergence, on ne va pas pouvoir la faire au niveau des habitants d'Amérique du Nord, et même pas au niveau des habitants de Paris. Je prends un exemple au hasard. Alors les ressources, ce mur écologique, je ne vais peut-être pas trop le détailler, il est assez familier à tous. Ça va être ce qu'on a déjà cité, la crise écologique. Moi j'ai tendance à penser que c'est le caractère essentiel, une crise écologique qui se décline dans ses aspects climatiques, le plus visible et le mieux présenté, mais certes un volet parmi d'autres, à côté de l'érosion de la biodiversité, à côté de la pollution généralisée et croissante des différents écosystèmes. Et puis par ailleurs, même si la question est plus discutée, des limites en termes de ressources agricoles d'abord, ressources énergétiques sans doute, même si ça s'appelle une discussion dans laquelle on entrera peut-être tout à l'heure. Donc voilà, on est face à cette situation. Et donc, comme la grande convergence signifie aussi une forme d'égalité, j'allais dire d'homogénéité ou de cohérence de la société humaine, puisqu'égalité il doit y avoir, et puisque tous les habitants, les 7 et 9 milliards d'habitants d'humains ne vont pas pouvoir vivre au niveau des Parisiens, ça veut dire que le niveau de consommation matérielle et le niveau de consommation énergétique
moyen va être bien en dessous de ce qu'il est pour nous. Et donc, la conclusion logique, c'est que le niveau de consommation matérielle et le niveau de consommation énergétique dans nos pays doit diminuer et va diminuer. Alors, dans les termes de l'époque, ça peut s'appeler un appauvrissement matériel. Donc, pour parler le langage de l'époque, on va parler d'appauvrissement matériel. Même si on verra après que ça peut prendre d'autres formes. En fait, ça a déjà commencé, cette situation, cette tendance vers la baisse de la consommation matérielle et la baisse de la consommation énergétique. Et ça a commencé de manière extrêmement lisible, extrêmement claire, avec le début de l'affaissement du système financier qui s'est amorcé en 2007, qui s'est manifesté avec le plus d'ampleur en 2008, et qui se traduit de manière presque inexorable par ce que les journalistes économiques, les responsables, entre guillemets, appellent la crise économique. On est dans cette situation où la grande convergence commence à s'imposer, parce que c'est un phénomène historique de fond, dans cette interaction entre l'histoire de l'humanité et l'histoire des ressources de la biosphère, entendu au sens large. Ça a déjà commencé, et ça va se poursuivre, mais ça a commencé évidemment dans les pires conditions, puisque dans une logique où eh bien, il y a une volonté déterminée de la part de ce que j'appelle l'oligarchie, ou les riches au sens large, de maintenir les inégalités. Alors sur ce point, il faut s'arrêter pour bien se comprendre. À la limite, on peut se faire la référence avec ce que je vous disais tout à l'heure. En moyenne, dans toute l'histoire de l'humanité, même prenons l'histoire la plus récente, celle qu'on connaît le mieux depuis le Moyen-Âge, les sociétés monarchiques et autres, il y avait en moyenne une grande homogénéité dans les conditions matérielles d'existence des humains à travers la planète, mais avec des très grandes inégalités au sein de chaque société. Dans les siècles récents de la révolution industrielle de la grande convergence, il y a eu au sein des pays occidentaux, un mouvement de réduction des inégalités. Et ce qui se passe depuis, et là aussi 30 ans, c'est assez bien datable par les historiens économiques, par les économistes, depuis 1980, précisément au moment où aux États-Unis, Ronald Reagan arrive au pouvoir et en Angleterre, Margaret Thatcher, on a une reprise du mouvement des inégalités dans tous les pays occidentaux. Et puis, par ailleurs, le mouvement de développement des pays du Sud, dans quasiment tous les cas, s'est fait en augmentant très considérablement les inégalités au sein de ces pays. Que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, que ce soit d'autres pays, que ce soit des pays d'Amérique latine qui restent extrêmement inégaux, etc. Donc on a ce mouvement où historiquement on tend logiquement vers une forme d'homogénéisation des conditions matérielles d'existence pour tous les humains, mais dans des conditions où, dans cette phase du capitalisme finissant, on y reviendra où on est, dans cette phase historique où on est, avec une très grande inégalité dans tous les pays. Et avec un pouvoir extrêmement bien constitué dans tous les pays pour maintenir ces structures inégalitaires. Alors dans ce cadre-là, et dans la mesure où ce qui se déroule en France est très significatif, cet abandon par un président qui, quand il était candidat, disait son pire ennemi c'était la finance, et bien cette soumission inexorable et à la banque, et au marché financier, et aux riches, puisque la réforme fiscale est impossible à faire, et que M. Depardieu, exemple, mais qui n'est qu'un exemple d'un comportement généralisé, manifeste très clairement qu'il est hors de question de revenir à plus de justice fiscale
Donc on se trouve dans cette situation où le mouvement historique de grande convergence est se produisant dans un monde structuré par des rapports d'inégalité extrêmement forts, et des rapports d'inégalité tels que ceux qui profitent le plus de ces inégalités ont aussi tous les pouvoirs politiques, économiques et médiatiques, et ben, on arrive à une situation de tension croissante. Alors de tension qui va se produire entre les nations, à la fois par les phénomènes de rivalité de grande puissance, puisque le phénomène de la convergence se situe aussi au niveau des grands ensembles, donc de rivalité pour maintenir les uns leur niveau matériel élevé, qui pour les pays riches est le moyen de continuer à faire accepter une inégalité très grande dans laquelle ils se trouvent, et donc qui entraîne des phénomènes de course aux ressources qui pourraient conduire à des logiques guerrières, des logiques violentes autour du pétrole, autour de l'accaparement des terres, autour des matières premières, etc. Et puis, comme au sein des différents pays, et là, les pays dits occidentaux ne sont pas une exception, parce qu'on retrouve le même type de tension dans quasiment toutes les sociétés qui sont également inégalitaires, des tensions au sein des sociétés entre une grande partie des classes populaires et des classes moyennes qui voient bien ce qui est en train de se produire, et le fait que précisément on fait porter sur elles le poids essentiel de ces tendances historiques lourdes, et le reste de la société qui préfère aller vivre en mordovie que payer sa juste part de l'effort collectif. Et donc des tensions croissantes au sein des pays qui vont, par exemple, se tourner vers les immigrés, vers l'étranger. Ça, c'est une figure très classique pour canaliser, pour détourner plus exactement les colères ou les frustrations populaires. C'est dire que le problème, c'est l'étranger. Par exemple, ça va jouer très fortement entre la Chine et le Japon, comme vous le voyez, ou encore vers des enjeux religieux en réexcitant un sentiment religieux et en l'exacerbant, pour en quelque sorte détourner cette attention. Donc on est dans une situation où le risque est très grand. Le risque de voir les régimes oligarchiques, les classes oligarchiques, par la volonté de maintenir très fermement et très solidement leur position d'inégalité, leur position de pouvoir, préférer générer l'excitation de ces tensions, aller vers plus d'autoritarisme, vers une répression de plus en plus forte des mouvements sociaux, et éventuellement aller vers la guerre et vers la situation de compétition. Et ça va aussi se retrouver dans la façon, j'allais dire, dans les valeurs qui sont en permanence réexcitées au sein des sociétés mêmes, de compétition, de rivalité. Voilà. Par exemple, ce thème obsédant de la compétition avec la Chine en est un exemple. Alors il y a heureusement une autre voie possible, et je crois que on est à ce moment-là. Et en fait, c'est un petit peu l'explication de ce titre « Fin de l'Occident, naissance du monde ». Quand je dis fin de l'Occident, c'est pas pour dire, par exemple, dans des thématiques un petit peu anciennes qui sont familières, enfin un discours récurrent, par exemple, je crois que c'était Oswald Spengler, le déclin de l'Occident, ou ce genre de choses. C'est pas un ensemble de systèmes de valeurs ou même de cultures qui s'effondrent. C'est-à-dire, c'est pas un terme d'effondrement. C'est plus ce mouvement lent, qui nous paraît lent à l'échelle de notre génération, mais qui est en fait très rapide à l'échelle longue de l'histoire. Ce mouvement où, cette suprématie de l'Occident, cette exception qui était, on l'a vu, interprétable en termes de disponibilité de ressources, en termes de possibilité de recourir à un espace écologique, s'achève. On passe à une autre phase. Ça ne veut pas dire que les pays occidentaux vont disparaître, mais ça veut dire que cette situation exceptionnelle n'a plus lieu d'être. Et que l'on passe dans ce monde nouveau, qui est marqué par ces deux caractères,
j'allais dire l'impératif, et je crois que ça en est un, de tenir compte, comme on n'a jamais fait auparavant, de l'écologie, de la situation écologique, et non pas seulement en termes de limitation de ressources, qui était finalement une constante dans l'histoire de l'humanité, les ressources ont toujours été limitées, mais aussi en termes de préservation des équilibres biosphériques, écologiques, qui permettent la perpétuation de conditions favorables à ce que les valeurs de l'humanité se développent dans la dignité. Et puis, il y a un autre aspect qui est extrêmement important, que la société, en quelque sorte, pour la première fois aussi, devient, non pas une, mais si, devient une quand même. Nous sommes maintenant une société humaine. Quand je prenais tout à l'heure cet exemple des Inuits du Groenland et des aborigènes d'Australie, ou même des paysans du bassin londonien et des paysans de la région de Shanghai, c'est des sociétés qui, pour l'essentiel, ne se connaissaient pas. Ils vivaient chacune dans leur rapport avec leur environnement proche, leurs voisins, mais qui étaient les uns pour les autres des mondes, sinon fantasmagoriques, du moins très largement étrangers, abstraits. Maintenant, on est dans cette situation nouvelle, et c'est le deuxième caractère absolument nouveau de notre époque par rapport à l'histoire de l'humanité, dans cette situation où, même si à Shanghai, à Ouagadougou, à New York ou à Moscou, on a des référents, des systèmes culturels, des modalités d'être ensemble très différentes, nous savons quand même tous que nous faisons partie du même monde, et notamment de cette même société qui est à la fois unie par Internet, par les voyages, par tous ces instruments de communication, par un nombre immense de référents communs, mais aussi par cette question politique d'équilibre avec l'espace écologique global. Alors, il y a cette voie finalement du conservatisme, du maintien du système inégalitaire et oligarchique qui tend vers une logique violente, enfin de répression, d'autoritarisme, de rivalité, de guerre. Et puis il y a l'autre voie qui est de se dire que l'on accepte notamment pour les pays dits du Nord, ou les pays que je n'appelle presque plus occidentaux, parce qu'à vrai dire, ce n'est pas seulement les pays de l'Occident, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, il y a aussi d'autres pays, les pays du Golfe, le Japon, la Corée du Sud. Accepter cette logique de la grande convergence, donc d'appauvrissement matériel, ou plus exactement de diminution des consommations matérielles et des consommations énergétiques, et jouer avec ça, l'accepter comme une contrainte peut-être au départ désagréable mais inévitable, et avec laquelle on va reformer un nouvel équilibre, une nouvelle façon d'être ensemble. Et la clé en est, puisque la clé de l'option inverse, de l'option autoritaire, de l'option oligarchique, c'était le maintien de l'inégalité, la clé là, de cette autre voie, c'est, puisque l'on accepte la logique d'égalité qui est à l'œuvre dans le mouvement de la grande convergence, de la réhomogénéisation, si vous pardonnez ce mot barbare, des conditions matérielles d'existence en moyenne, toujours des différences bien sûr, mais en moyenne, et de faire en sorte aussi qu'au sein des sociétés, on réduise l'inégalité pour permettre d'aller à la fois dans cette direction, notamment pour deux raisons, pour faire accepter aux classes moyennes une diminution de leur consommation matérielle, ça n'est possible que si elles n'ont pas l'image ou le modèle d'une situation extrêmement injuste où un certain nombre de gens, eux, continueraient à vivre de manière totalement dispendieuse et ostentatoire. Donc la réduction de l'inégalité est une condition pour permettre à la société de bouger ensemble, d'aller ensemble dans cette direction. Et puis il y a un autre aspect qui est aussi extrêmement important, c'est qu'il s'agit de reprendre la partie de la richesse qui est appropriée par
par ces deux barbieux, par ces capitalistes, par ces oligarques, appelons-les comme on voudra, par ces hyper riches, et de la réutiliser, de la remettre dans la caisse collective, si l'on peut dire, pour orienter notre économie dans d'autres voies. Alors en gros, on dit toujours, oui, il n'y a pas de programme d'alternative. Mais si, le programme, il est très clair, les axes sur lesquels on peut travailler sont très clairs. Après la mise en œuvre, c'est une autre affaire. Et les axes, ils sont très clairs. Dans l'époque actuelle, 1. Reprendre le contrôle des banques et des marchés. C'est la condition indispensable pour pouvoir refaire les politiques qui nous permettront de bien vivre la grande convergence. La deuxième, je l'ai dit, mais je le répète, c'est réduire les inégalités. Et dire que ces inégalités telles qu'elles existent sont inadmissibles non seulement à l'échelle mondiale, internationale, mais aussi à l'intérieur de nos sociétés. Et puis, écologiser l'économie. C'est-à-dire orienter l'économie d'une façon telle que l'activité productrice, l'activité des échanges entre les humains ne se traduise pas par la détérioration de l'environnement, l'épuisement, l'aggravation de l'extraction de ces ressources écologiques par cet épuisement de l'espace écologique. Et alors là, il n'y a pas un programme, mais simplement quelques points sur lesquels je voudrais insister avant de conclure, ou plutôt avant que l'on engage la discussion. À plusieurs aspects, toujours dans cette logique d'une économie qui va chercher à réduire sa consommation matérielle énergétique et chercher à s'écologiser, c'est-à-dire à réduire son empreinte écologique. Donc ce que je vais dire n'est pas exhaustif, mais c'est juste quelques points d'appui. L'un qui est important, d'abord, c'est de se dire aussi que l'emploi est absolument essentiel. C'est-à-dire l'emploi, c'est-à-dire tout simplement la possibilité pour chacune et chacun, et j'allais dire à tous les âges, de pouvoir vivre dignement, d'éduquer ses enfants, de vivre, de s'amuser, de travailler, de créer, d'échanger. Voilà. Alors il y a plusieurs possibilités d'emploi dans cette logique d'économie écologique. Et l'une, c'est en fait de dire que la question paysanne, la possibilité de l'agriculture, est une source d'emploi importante. C'est-à-dire que cette économie, dans la nouvelle relation qu'elle va tisser avec son environnement, avec l'espace écologique, eh bien, va accorder beaucoup plus d'importance à l'agriculture et que l'emploi va aussi se retrouver dans cette nouvelle agriculture. Et pas seulement dans les pays du Sud, mais aussi dans nos pays. Alors, c'est peut-être pas à Paris que cette idée sera la plus facilement admissible, mais au l'échelon global, je crois qu'il y a vraiment là un enjeu essentiel. C'est-à-dire de considérer la question agricole, pas seulement comme une question de santé par rapport aux pesticides, pas seulement comme une question de multinationales ou d'autres par rapport aux OGM, mais vraiment comme un potentiel de création d'emplois, de générer de nouvelles activités pour un grand nombre de personnes. Un deuxième aspect, c'est l'énergie et l'économie d'énergie. Et là, qui est un axe absolument essentiel, qui commence à apparaître un petit peu dans les discours, mais qui dans les pratiques et dans les politiques menées ne sont pas réellement mises en œuvre, alors que c'est un enjeu absolument essentiel, puisque par définition, il nous faut aller vers cette réduction de la consommation énergétique, et qu'il ne s'agit pas, il s'agit de le faire, comment dire, pas par le sacrifice ou par l'austérité, mais d'abord par des changements culturels importants, mais aussi par un ensemble de dispositifs, de façon d'être ensemble, qui à la fois renvoient à des organisations différentes, là je pense en termes de transport, en termes d'urbanisation, en termes d'occupation de l'espace et d'organisation des activités, mais aussi très concrètement par des travaux d'isolation, d'aménagement des maisons, des édifices, des locaux. Et ça, c'est à nouveau, c'est assez bien documenté, une source de création d'emplois tout à fait considérable. Troisième volet, redire effectivement que
finalement les activités de service, mais je ne pense pas que c'est le bon terme, ce serait plutôt les activités de lien. Lien entendu par la façon dont les sociétés s'occupent d'elles-mêmes et prend en soin ses propres membres, ont une importance tout à fait considérable et doivent être renforcées. Et là, je pense à l'éducation, je pense à la santé, je pense aussi à la culture, qui est un domaine où les choses peuvent très largement changer et où aussi, sans doute, sont un enjeu de création d'emplois important. C'est-à-dire que pour l'instant, la culture, le média principal de la culture, c'est-à-dire de l'échange de la société avec elle-même, passe pour une très grande partie de nos concitoyens par la télévision. Télévision qui en fait emploie peu de gens. Imaginons, par exemple, une société où il y aurait beaucoup moins de télévision et il y aurait beaucoup plus de one-man show, de clowns, de poètes, de théâtre, de toutes les façons par lesquelles nous pouvons nous divertir les uns avec les autres et de manière relocalisée. Relocalisons la culture, par exemple. Là, il y a aussi, même si ça peut vous paraître anecdotique, un enjeu aussi d'emploi important. Et puis j'allais dire, il y a toujours cette question de partage du travail, qui est absolument essentielle et qui reste toujours pleinement d'actualité. Et d'autant plus que nous engageant dans la voie de la réduction de la consommation matérielle et de la consommation énergétique, on sera beaucoup moins en opposition, en rivalité ou en compétition avec des pays comme la Chine et comme l'Inde et comme d'autres, qui d'ailleurs, et on en parlera peut-être dans la discussion, trouveront eux-mêmes des moyens de leur vrai développement. Eh bien, il y a un enjeu de partage du travail qui reste tout à fait aussi essentiel et qu'on va exprimer, puisque l'idée en est redevenue très bizarre, en tournant les choses à l'inverse et à dire que dans la situation actuelle, le capitalisme pratique le partage du travail. Et il le pratique d'une manière extrêmement brutale, qui est malheureusement extrêmement efficace, par le chômage. C'est-à-dire qu'en fait, le chômage n'a rien d'une fatalité, on peut dire est organisé et pensé comme tel, est une forme de partage du travail extrêmement violent. Et bien là encore, on peut imaginer de retourner la situation et de se dire que le partage du travail peut être fait d'une autre manière, mais une fois de plus, ça repasse par la question de l'inégalité. Voilà, je vais m'interrompre ici, en restant un peu en l'air, ce qui peut-être facilitera ensuite la discussion. Merci de votre attention. Merci Hervé Cap. Donc on va pouvoir passer aux questions de la salle. Donc vous êtes très nombreux, donc on va essayer de faire en sorte d'en prendre le plus possible. Il est quasiment 20h15, donc on a une bonne grosse demi-heure pour vos questions. Donc si vous pouviez lever la main et le micro qui circule ici vous sera passé. Et si on peut essayer de faire une prise de parole paritaire, c'est-à-dire un homme, une femme, ou une femme, un homme. Merci de donner la parole aux femmes en premier. Par rapport à votre... merci pour votre exposé. Par rapport à votre titre, fin de l'Occident, j'ai bien compris en fait ce que ça signifiait par ce que vous venez de nous dire. Par contre, naissance du monde, en fait, je me demandais si c'était pour nous livrer pour nous donner un petit air d'optimisme en fait dans le titre de ce livre, ou si vous pensiez réellement qu'on était vraiment à l'ère en fait d'un nouveau monde, et si tel est le cas, quels en seraient les principaux les principes fondateurs selon vous? Merci. La réponse est doublement oui. Oui, parce que je pense qu'il y a de quoi être optimiste très largement. Et les principes fondateurs, je vais les redire, mais c'est ceux que j'ai tenté d'exposer, c'est-à-dire, la question écologique devient maintenant le déterminant à court terme, quand j'entends à court terme, en tout cas les 3-4 décennies qui sont devant nous, le déterminant essentiel des politiques qui doivent être menées. Politique économique, géopolitique, voilà. Ça, c'est le point essentiel de ce monde nouveau. Nous ne pouvons plus vivre, l'humanité ne peut plus vivre dans cette espèce de
le sentiment de ce que les Occidentaux appellent nature, sentiment d'une nature infinie. Maintenant, la situation est renversée. L'espèce humaine a acquis une telle puissance, on parlait de technique tout à l'heure, ça en est un des aspects, une telle puissance que son rapport à ce que les Occidentaux appellent nature est complètement changé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'idée de société commune. Ça nous paraît heureusement presque évident maintenant, mais en fait, je crois que c'est très récent. Et apprendre à penser cette société commune, cette unité, solidarité, en tout cas solidarité de destin et de rapport au monde avec des gens très différents, et je crois l'idée, un axe, un principe, comme vous dites, tout à fait essentiel. Je dirais 3, l'égalité. L'égalité, c'est logique, entre ce qu'on appelle encore le Nord et le Sud, mais puisque cette société a vocation en fait à être unie, et ben, égalité entre les membres de cette société. En tout cas, il y aura toujours des inégalités, mais pas dans un avenir prévisible, en tout cas une inégalité très restreinte. Et ça c'est important parce que, vous le verrez si vous avez le temps de lire le livre, il y a tout un raisonnement qui se fait, aussi que je n'ai pas développé là, mais qu'on peut raisonner sur les riches à l'échelle de la planète. C'est-à-dire, par exemple, c'est un raisonnement qui peut être fait par rapport aux émissions de gaz à effet de serre en disant, pour éviter que la température ne dépasse pas 2 degrés en 2050, il faut tel niveau, on peut estimer tel niveau, un tel plafond d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, et donc on peut répartir. Alors, jusqu'à présent, on a tendance à répartir par pays, à dire les États-Unis comme si les États-Unis étaient un seul bloc, l'Europe, l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique. Et puis une autre façon de faire, qui commence à être faite par des chercheurs, qui est d'oublier les pays et de regarder par niveau de revenu. Et de dire, c'est ceux qui dépassent, alors je n'ai pas les chiffres en tête là, mais c'est ceux qui dépassent tel niveau de revenu qui émettent 10, 15 tonnes de CO2, si on prend cet indice, alors que tant de milliards d'habitants en moyenne émettent tant de tonnes de CO2. Et donc, c'est un raisonnement qui conduit à dire, c'est par les riches que les choses d'abord doivent changer. Et les très très riches, vous allez en trouver beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Europe, mais vous allez aussi en trouver dans d'autres pays. Et donc ça permet d'avoir ce type de raisonnement, ce type d'approche, ce troisième principe fondateur, l'égalité non seulement entre les pays, mais l'égalité entre les humains, quelque chose de pratique en termes de politique amenée. Alors, je sais pas, non, c'est pas moi qui donne la parole parce que il vaut mieux que ce soit un William. Autrement, je risquerais d'être injuste et je préfère que l'injustice soit assumée. Oui, bonjour. Alors, vous avez assez peu évoqué l'arrivée de la numérisation des nouvelles technologies, si vous voulez, la numérisation de l'information, qui s'est manifestée à partir du moment où on a commencé la mécanographie, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a numérisé l'information. Et tout ce qui en découle aujourd'hui, le réseau, Internet, sur lequel fonctionne notre société. Et finalement, ne pensez-vous pas que cette convergence, cette grande convergence, va se faire à travers ce réseau? D'ailleurs, on en a vu les premiers effets. Et que finalement, le transfert du pouvoir va se faire à travers ces nouvelles technologies, sachant que ce que vous appelez les riches, ce sont les gens qui détiennent le pouvoir des énergies, c'est-à-dire le nucléaire, vous avez évoqué le charbon, l'acier, tout ça, après le nucléaire. Maintenant, ce que le pouvoir, ce ne sont pas les nouvelles technologies que chacun peut s'approprier. Et à ce moment-là, est-ce que les énergies renouvelables, telles que le moteur à eau, le solaire, etc., ne vont pas pouvoir se développer beaucoup plus facilement? Et donc, quel est votre sentiment par rapport à cette réappropriation du pouvoir par la multitude? Alors là, on va réfléchir
ensemble. La première chose que j'aurais envie de dire, c'est... D'abord, vous avez raison de parler de numérisation et de tout ce phénomène lié à l'informatique et à la transformation de la façon par laquelle les humains symbolisent le monde extérieur et les signes qu'ils se transmettent les uns aux autres. Et puis la numérisation, c'est au-delà, puisque ça devient... Bon, je ne vais pas partir. J'avais écrit un livre qui s'appelle La Révolution biolytique, Humains artificiels, machines animées, dont j'ai repris le concept un petit peu dans celui-ci, mais ça nous emmènerait très loin. Mais merci d'avoir posé cette question qui doit être là. Mais d'abord, je dirais, le transfert, il ne va pas se faire tout seul. C'est-à-dire que les phénomènes qu'on a décrits, moi je ne crois pas à une fatalité de la technique. Après, ça nous emmène là aussi à une question énorme. Mais voilà, l'enjeu, c'est aussi que la technique redevienne appropriée par les sociétés, et d'une manière démocratique. Donc voilà, et ça, c'est des rapports politiques, où la numérisation, ou la maîtrise de l'outil informatique, ou de l'outil de communication est essentielle, mais qui donne lieu, me semble-t-il, à des jeux de pouvoir et de conflictualité assez traditionnels. Traditionnels au sens de la façon dont les humains se sont toujours disputés les uns avec les autres. Là, je suis en train de lire les mémoires du cardinal de Retz, un peu par hasard, qui vivait au temps de Mazarin et qui commence à raconter la Fronde. C'est tout à fait passionnant de voir que les rapports de pouvoir et de rivalité, de concurrence, d'alliance qu'il décrit sont tout à fait applicables à des situations modernes. Donc ce mot de transfert, moi je dis, ça va se faire seul. Quels sont les mécanismes, les jeux de pouvoir qui se font autour de la numérisation et de la technique? Sachant que les voies que suivent la technique, elles aussi ne s'imposent pas, elles résultent de choix collectifs, très largement. Pour prendre un exemple, le choix de développer le nucléaire, ou le choix de développer une politique énergétique orientée sur l'économie d'énergie et sur des énergies renouvelables, est très différent. Mais dans les deux cas, a un contenu de savoir-faire, de sophistication aussi grand. Et c'est un choix collectif, est-ce qu'on va plutôt dans telle voie ou dans telle voie? Et puis, un troisième aspect, c'est que, me semble-t-il, la façon dont l'appropriation de l'outil informatique n'est pas aussi égalitaire que la façon dont vous formuliez votre question pouvait le laisser penser. C'est-à-dire que c'est quand même, d'abord, à l'échelle internationale, c'est quand même très mal distribué. Et même au sein des différentes sociétés, dans des sociétés très inégales, où par exemple, on voit que même en France ou dans des pays européens, on voit l'inalphabétisme, ça se dit l'illettrisme se développer, le fait qu'il y ait Internet partout et pas forcément un... Donc vous voyez, il y a des jeux sociaux qui jouent aussi derrière ces technologies. Donc vous voyez, je suis d'accord pour partir dans la voie que vous indiquez en disant que c'est très important, mais en même temps, ça n'est pas immédiat. En revanche, c'est un aspect auquel, en tant que journaliste, je peux penser, et c'est pour ça qu'on a évoqué tout à l'heure, et que Reporter, et que par exemple, on développe le site Reporter, il y a des enjeux par cette numérisation, en revanche, de réappropriation de médias libres et de logiques de communication libérées de l'oligarchie ou des capitalistes, ou pour parler plus clair, des propriétaires de médias, qui, là, et je vais totalement dans votre sens, sont un moyen de se libérer et sans doute de communiquer mieux avec les autres. Et là aussi, pour aller dans votre sens, le fait de pouvoir communiquer, notamment par Internet, d'un bout à l'autre de la planète, donc de pouvoir créer des solidarités, de pouvoir échanger sur des expériences, est là aussi tout à fait précieux. Oui, merci pour votre présentation. Je voulais vous poser une question, en fait, quelle est la limite, vraiment, à quel moment on peut basculer
parce que finalement, le rapport Meadows, ça fait 30 ans, il évoquait déjà les ressources limitées. Bon, on peut le dire aujourd'hui, on peut être aussi dans 30 ans en train de le dire, il y aura une minorité qui profitera des ressources. Est-ce que vous voyez, enfin, par rapport à votre vision des choses, un élément qui peut déclencher effectivement cette convergence réelle? D'abord, cette convergence, elle est en train de se produire. En tout cas, c'est mon hypothèse de travail. On ne peut évidemment pas affirmer toujours que quelque chose va se produire, mais l'hypothèse de travail, c'est qu'elle est en voie de elle se produit. Elle est à l'œuvre. En revanche, je ne sais pas dire sur quelle période, si c'est sur 30 ans, 20 ans, 50 ou 100, mais cette logique de retrouver des niveaux communs de consommation matérielle, ça c'est très clairement à l'œuvre. Donc elle va se produire. Après, la question c'est du seuil des moments de bascule. En fait, le rapport au Club de Rome, dans sa première édition, ne parlait pas pour 1970 ou 72. Il disait à une échéance qui était en gros de 2000. Il faut le relire, ce texte, c'est assez étonnant. Il disait le début du XXIe siècle. Il se projetait dans un avenir. Et en fait, on est dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'en ce moment, notamment les climatologues, disent très clairement, on raisonne en termes de seuil d'irréversibilité, c'est-à-dire de seuil à partir desquels il ne serait plus possible de revenir à un état d'équilibre, à l'état d'équilibre antérieur. Le seuil, il le qualifie de manière assez précise, même si elle reste toujours discutée et discutable, mais en gros, cette échelle de 2 à 3 degrés, correspondant à un certain niveau de concentration du gaz à effet de serre, et à une échéance très rapprochée, puisqu'il s'agit de 2050. Moi, je dirais que la bascule, elle a commencé. Vous voyez, elle a commencé, je dirais, avec l'affaissement du système financier de 2007 et 2008. C'est le moment où on commence à rentrer vraiment dans ce moment où les choses bougent. Alors, ça prend du temps, parce qu'on raisonne toujours, par exemple, avec l'idée de révolution. En fait, et on raisonne avec l'idée qu'une révolution, ça se produit rapidement. En fait, les révolutions, ça prend du temps. Même la Révolution française, elle s'étend sur 3-4 ans avant de retrouver un point de stabilité, qui va être d'ailleurs retrouvé de manière très violente, à peu près 10 ans après, avec le consulat, Napoléon Bonaparte, etc., et qui repose des bases, des structures sur lesquelles la société française ensuite a vécu pendant, puis encore maintenant très largement. Et donc, par exemple, on parle aussi du printemps arabe. Le printemps arabe, c'était formidable, et puis 6 mois après, comme il y a des forces de frères musulmans ou autres qui ont pris le pouvoir, ça y est, c'est fini. Mais non, c'est pas fini, ça continue. Enfin, pour autant qu'on puisse en juger, je ne suis absolument pas expert de ce qui se passe en Tunisie ou en Égypte. Enfin, les indices que l'on a montrent que ces sociétés n'ont pas fini de bouger, de pulser, d'autant plus que les questions écologiques, d'insertion dans le monde économique général sont très compliquées. Donc on est dans ce moment. J'aurais tendance à dire qu'on est dans le moment de bascule. Mais en revanche, c'est une réponse qui est très insatisfaisante, parce que je suis incapable de vous dire combien de temps va durer ce temps de bascule, combien de temps... voilà, mais moi je pense qu'on est... Il y a un fait clair, c'est que tous ces classes dirigeantes, ces oligarques, sont toujours dans l'idée qu'il faut retrouver la croissance. Or, il est maintenant de plus en plus clair que l'on ne retrouvera pas des niveaux de croissance du PIB forts, pour autant d'ailleurs que le concept même de croissance du PIB est un sens. Et donc déjà, on est là dans cette dissymétrie, dans cette ou plutôt contradiction entre la pensée dominante qui guide la politique de ces gens-là et ce qui semble être la réalité des choses, une dissymétrie qui fait qu'on est dans ce moment de bascule, de frottement très grave. En revanche, comme toujours, quand il y a quelque chose qui s'abîme, quand je sais pas, je suis pas bricoleur, une fissure dans un robinet, ou enfin, on sent qu'un objet va casser, on est incapable de dire à quel moment l'objet va casser. Moi, je crois qu'on sait que l'objet va casser. C'est ça la question. Est-ce que ce constat est pertinent ou pas? Mais si on est d'accord avec ce constat, après,
Moi maintenant, je me dirais presque que la question n'est pas tellement de savoir d'éviter que ça casse. Bah si, il faut éviter par exemple le réchauffement au-delà d'un certain degré, l'érosion de la biodiversité, ça c'est une priorité absolue. Mais le système social est en train de se casser. À quel moment il va vraiment se rompre? Ça c'est une autre affaire. Mais ce qui est certain, c'est que maintenant la tâche est presque de préparer les alternatives. De raisonner sur le moment où ça cassera, où une large partie de nos concitoyens nourris à la télévision et à la publicité seront totalement perdus, et qu'il y ait des capacités de proposer précisément des alternatives, des solutions, des autres façons d'être ensemble, qui permettent que dans ces moments de rupture, ce ne soit pas l'effroi, la terreur, au vrai sens du terme, la peur, l'impuissance qui domine. Et qu'il est tout de suite en relais, et ben oui, ça se casse, mais c'est pas si grave que ça. Parce qu'on peut faire face à cette situation. Bonsoir. Dans votre exposé, vous évoquez quand même la perte de pouvoir des États, même si vous ne le dites pas aussi crûment que moi, par rapport au pouvoir des compagnies financières ou industrielles. Donc ça implique quand même que les États retrouvent leur propre pouvoir de régulation, qu'ils redeviennent pleinement régulateurs. En évoquant sous forme de clin d'œil de Pardieu ou les exilés fiscaux, ça implique quand même que l'impôt redevienne vraiment redistributif. Ça implique que c'est pas seulement à l'échelon d'un seul État que ça se joue, mais si je prends l'échelle d'un continent comme l'Europe, ça implique de liquider les paradis fiscaux. Et là, nous sommes je dirais, en confrontation entre des forces telluriques complètement contradictoires. À l'échelon ne serait-ce que de l'Europe, et si j'élargis le champ de mon raisonnement, je vais beaucoup plus loin, on s'aperçoit que ce sont des milliers de milliards qui dorment et qui échappent complètement aux États. Et là, comment on va faire? Soit ça craque par quelque chose qui peut ressembler à de la guerre, soit ça craque par quelque chose qui va ressembler à une multitude de révolutions. Je ne sais pas comment ça va se jouer, mais ça va se jouer à un moment donné ou à un autre. Ensuite, vous évoquez un autre aspect que je trouve très intéressant dans votre exposé, c'est qu'il faut préserver les surfaces agricoles. Sinon, comment fait-on pour nourrir le monde? Ça ne va pas être simple. D'autant que la Chine n'est plus du tout en capacité de s'alimenter globalement depuis 2005, où elle importe de la nourriture. Elle a tellement viré et liquidé de paysans qu'il n'y a plus assez de bras pour cultiver, et on a bouffé beaucoup trop de terres cultivables. Là-dessus, il y a eu pas mal d'exposés de conférences tout à fait passionnantes. Donc c'est à nous aussi à ne pas faire les mêmes conneries, comme Notre-Dame-des-Landes, mais qui en même temps, ce micro-événement à l'échelon de l'Europe ou du monde ne représente que dalle, mais représente aussi de l'intelligence collective qui se manifeste via le numérique et qui génère la contestation par ces canaux-là. Et là, votre exposé m'intéresse, mais quand je vois l'ensemble de toutes ces forces telluriques contradictoires, je me dis, je ne vois pas comment ça se canalise tout ça. Ou alors il faut qu'il y ait une espèce de conscience collective qui émerge, ça et là, comme des champignons, et qui va nous donner une autre voie. Voilà, vos deux dernières phrases donnent la réponse à votre inquiétude. Mais vous l'avez très bien dit, donc je ne vais pas faire beaucoup de paraphrases, parce que je crois que c'est ça. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de programme en 10 points, de façon de faire. On est aussi définitivement sorti de la logique léniniste. Vous savez, voilà, il y a les leaders qui ont bien compris. Ils parlent au peuple, à la masse la plus avancée, la classe la plus avancée, et puis on suit. Et puis d'ailleurs, ceux qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas d'accord, on va leur couper la tête ou les envoyer au gulag. Bon. Ça, on sait que, un, ça ne marche pas, et deux, qu'il ne faut pas le refaire. Moi, je suis assez... D'ailleurs, 2 fois, vous avez employé le terme multitude, enfin, monsieur aussi, puis là, vous employez dans un autre contexte. Mais il y a aussi cette idée de... Et on a du mal à le penser. On a du mal à le penser, surtout en tant que Français, qui sommes très jacobins, la nation, l'État, enfin, on est habitué dans cet accommodement du passage de la monarchie à la République à bien structurer les rapports politiques. Et on a beaucoup de mal à penser ce que vous avez très bien dit à la fin, c'est-à-dire cette émergence disséminée, non hiérarchisée, de conscience individuelle ou communautaire, ou qui se traduisent, qui expriment un sentiment général.
Mais ça, je pense qu'on peut beaucoup penser. Et donc ça, c'était le premier point. C'est un des aspects qui rend Notre-Dame-des-Landes aussi passionnant. Mais il ne faudrait pas que Notre-Dame-des-landes devienne une sorte de fétiche de l'alternative et puis une sorte de Walt Disney, d'Euro Disney de l'alternative anarchique et puis une bulle. Non, il faut que ça dissémine, quoi, que cet esprit. Mais je pense que cet esprit est dans beaucoup d'endroits. Donc de ce point de vue. Il y a déjà du Larzac. Ouais, mais. Moi, j'ai Larzac, j'étais pas. Pas trop que je le dise, mais je suis passé totalement à côté, donc c'était pas du tout ma référence. Et je pense quand même que c'était très. Mais bon, je sais pas. C'est le film qui vient de paraître, qui est sorti, qui est au demeurant superbe, qui est passionnant, qui a fait ressurgir tout ça. Mais je pense que Larzac était très. C'est passer un endroit, alors que là, ce qui se passe, me semble-t-il, dit quelque chose d'un peu général. Et il y a une capacité de se retrouver ailleurs tout à fait étonnante, et d'autant plus qu'il n'y a pas de discours constitué. Bon, mais si on commence à partir sur Notre-Dame-des-Landes, il y a vraiment mille choses à dire, c'est passionnant. Mais juste deux mots quand même, pour reboucler avec ce que vous disiez au début. Je suis d'accord, mais ce rapport entre le politique et les États et les marchés, je l'ai un peu exploré dans l'oligarchie, ça suffit, donc je ne voulais pas développer ici. Mais juste pour dire ce qui me frappe beaucoup, pour reboucler ce que vous disiez au début et ce que vous disiez à la fin, qui est très bien, c'est que quand même, je ne crois pas, et c'est sans doute pour ce que j'ai compris du concept de multitude de Negri, Antonio Negri, et je n'ai pas lu en détail, mais, autour de l'Empire et de multitude, l'idée que les choses se feraient elles-mêmes. On revient un peu toujours sur l'idée comme sur le transfert, je ne crois pas que les choses se font non plus totalement elles-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un degré institutionnel, une organisation qui n'est pas seulement symbolique, mais qui passe aussi par le symbole de la collectivité, et qui suppose qu'on assume aussi la logique de pouvoir, d'institution, d'application de la loi. Il ne faut quand même jamais oublier qu'une communauté d'humains qui vivent ensemble trouve des règles communes. Et que les règles communes, c'est toujours compliqué, parce que c'est pas seulement on est tellement bien ensemble, on pense tellement la même chose qu'on va appliquer la règle spontanément. Il y a toujours des enjeux d'infraction à la règle. Et comment la communauté, pour assurer non pas sa survie, mais sa pérennité en tant que collectif qui à la fois s'épanouit pleinement tout en permettant aux membres qui la composent, de s'épanouir aussi, ça suppose qu'il y ait ce rapport au pouvoir et à la règle. Et donc, et par exemple, c'est ce que j'allais dire quand après vous avez pris une direction différente, que oui, il faut absolument retrouver des régulations qu'on appelle étatiques, mais tout à fait au niveau européen. C'est plus ce qui est fou, par exemple, l'histoire de Depardieu. On peut même imaginer que François Hollande soit à gauche, par exemple. Tout est possible. Mais il dit... Hein ? Ne rêvons pas. Imaginons, il l'a dit, alors ils disent tellement qu'ils sont de gauche que pourquoi pas, ils ont à cœur l'égalité, la justice, mais ils vous disent en fait, on ne peut pas parce que c'est l'Europe. Donc on ne peut pas faire la fiscalité parce qu'il suffit que M. Arnaud ou Pinot, je ne sais pas qui, Bolloré, aille à 3 km de Lille et là on ne peut plus rien faire. Donc ça veut dire que ces régulations, il faut les retrouver, mais au niveau européen. Après, comment est-ce qu'on fait en sorte que la Commission européenne ne soit plus le repère, le centre de commandement de l'oligarchie, ça c'est une autre affaire, mais donc oui, il faut qu'on ait des régulations et que même les zadistes, les gens qui sont inspirés par Notre-Dame-des-Landes et d'autres exemples, par ce type d'approche, on se repense aussi la question du pouvoir. Et du pouvoir qui ne soit pas ni de la démocratie représentative telle qu'elle, ni de sa version léniniste. Donc voilà, il y a quelque chose à inventer, il faut qu'on l'invente. Mais il y a aussi des éléments qui peuvent nous permettre d'avancer là, c'est que, et là on rejoint l'idée de la société humaine, c'est qu'il y a un lieu de théâtralité très précis du pouvoir, parce que le pouvoir c'est aussi une théâtralité. Et c'est la négociation climatique. C'est-à-dire non pas que le climat soit l'enjeu, à mon sens, le plus important de la crise écologique, mais la crise écologique se manifeste de plein de manières, dont la façon dont les scientifiques prennent les... Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est le plus visible. L'aspect climatique est le plus visible, le plus paramétrisable de la crise écologique. Et donc le plus symboliquement représentatif. Et donc on a cette négociation climatique qui reste extrêmement importante. Même si
il y a un lieu où on peut dire, on sait que c'est imparfait, mais le CO2, ça nous dit quelque chose, on peut raisonner entre pays. Il y a un lieu, et il faut bien qu'il y ait un accord sur 7 milliards d'habitants, mais cet accord de 7 milliards d'habitants devra être fait, donc il y aura des enjeux de pouvoir, mais ça n'est possible que si en bas, il y a le type d'auto-organisation, de diffusion d'un sentiment démocratique, de prise en charge, de responsabilité et d'action, qui soit aussi... Donc il nous faut maintenant réunir en fait les deux bouts de la chaîne. Parce que quand même, le caractère nouveau de cette société humaine, c'est qu'elle doit prendre des décisions communes. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre d'une manière ou d'une autre, se dire, il y a une règle commune qui est qu'on ne dépasse pas, imaginons que ce soit de dire on ne dépasse pas tant d'émissions de gaz à effet de serre. Vous avez évoqué par un cheminement de pensée qui n'a rien à voir avec le vôtre, à aller vers cette